bonsoir à tous. À la une de ce journal, la fin de cavale pour le jeune gendarme présumé assassin de sa collègue et 2 civils parmi lesquels sa copine. Les familles de ces victimes ont vécu l'horreur durant le week-end du réveillon de Noël. Elles ont vu leur fils et leur fille être assassinés par leurs propres amis et copains. Comment un gendarme est-il devenu un présumé tueur a pu se produire à Douala? C'est l'enquête du 20h à suivre ce mardi. C'est une controverse qui va au-delà de ce fameux don présidentiel des ordinateurs aux étudiants camerounais. Les caractéristiques de ces appareils distribués ce jour suscitent des interrogations au regard du coût. 300 000 francs CFA, le prix d'un ordinateur, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous l'écouterez dans ce journal, donner des assurances sur la qualité et la gratuité des ordinateurs, ce qui contraste avec la dette que le Cameroun a contractée auprès de la Chine pour financer un tel projet. Entre dons présidentiels, emprunts concessionnels et coûts politiques, nous vous permettrons de voir plus clair dans cette affaire. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la fin de cavale pour ce gendarme présumé assassin de sa collègue et 2 civils durant le week-end du réveillon de Noël. Arrêté à Soa, il a été ramené à Douala en début d'après-midi. Cette arrestation n'a pas calmé les larmes des familles de ces victimes. Elles ont vu leur fils et leur fille être assassinés par leurs propres amis et copains durant le week-end de Noël. Comment un gendarme est-il devenu un présumé tueur en série? Qu'est-ce qui explique un tel carnage vécu dans le 5e arrondissement de Douala? C'est une enquête signée Warren Zede et Ket Diarra. Le samedi 23 décembre dernier, la ville de Douala est fortement secouée par une actualité morbide. Un triple meurtre commis sur une gendarmette et 2 civils par un homme, un seul. Le dénommé sur le pont sur le Vouri, quand il est pris en flagrant délit de trafic de pétrole par 2 collègues gendarmes. Le ton monte rapidement entre les 3. Takem Wamba sort son arme et abat de sang-froid sa collègue avant de s'enfuir. Il se rend ensuite au quartier Makepe Maturité. Là-bas, il tire à bout portant sur le jeune Dani, son ancien camarade de classe et ami, qui s'écroule. Il poursuit son chemin et près de 500 mètres plus loin, il dégaine une nouvelle fois, poursuit jusque dans sa chambre à coucher la jeune Kevin. Elle aura droit à 2 balles, logées en plein thorax. Il ressort ensuite de la maison et fond dans la nature. Ce n'est que ce mardi qu'il sera rattrapé à Yaoundé par les éléments du GEPIC, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, qui vont le ramener dans la capitale économique. Qui est réellement Takem Wamba? Quelles sont les motivations de cet acte de violence? Nous nous sommes rendus au quartier Makepe Maturité, sur le lieu du double drame, apparemment passionnel, pour essayer de comprendre. Notre visite commence chez Kevin, la jeune élève de 20 ans qui l'a arraché à la vie. Ici, la famille porte le deuil, encore tout frais. Alors que l'opinion la présente comme la fiancée infidèle de son bourreau, la maman de Kevin, encore sous le choc, nous explique que non. Il était le petit ami de sa fille. Depuis seulement 3 mois, s'était présenté à la famille il y a environ 1 mois, mais n'avait jamais versé quoi que ce soit qui pourrait faire office de dot ou engager sa fille dans une relation sérieuse. Au contraire, en 1 mois, elle avait rencontré le bourreau de son enfant 2 fois seulement, mais avait découvert en lui toutes les qualités d'un homme violent et excessivement jaloux. Le gars disait que quand elle appelait, elle ne prenait pas, elle n'était que sur ses cahiers, elle n'était pas ailleurs. Il arrivait chez elle à des heures indues. Je lui ai demandé 24h30, c'était déjà à 1h moins. Tu viens chez moi à l'heure, fait que jusqu'à me dire de me réveiller et réveiller ma fille. Il y a quel problème? Il a dit qu'il ne peut pas me dire, il va arriver ici. Et ne manquait pas d'user de menaces
pour intimider la famille. Il a dit que si j'arrive devant ta porte, tu n'ouvres pas. Je veux que toquer. Je veux que toquer. Si tu veux, tu appelles le colonel pour lui dire qu'il y a un gendarme devant ta porte comme ça, comme ça, comme ça. Et rien ne peut me faire. J'ai alerté mes voisins. Je les ai appelés. Les actions prises pour protéger Kevin de ce dernier ont porté des fruits de la mort. Quelques jours avant le meurtre, il avait débarqué à la maison en plein milieu de la nuit et avait même demandé à être remboursé de l'argent de poche qu'il donnait à la jeune Kevin. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce genre de choses. Je n'ai jamais demandé secours à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé secours à quelqu'un pour payer la pension de mes enfants. Je n'ai jamais demandé secours à personne pour payer le beignet à mon enfant. Comprenez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Laissons la famille éplorée de Kevin, on se rend chez Danny, le camarade de classe et ami sur qui il a tiré en premier. Ici, tout comme là-bas, c'est l'incompréhension, la consternation. C'est d'autant plus que le jeune Takem y était traité comme un enfant de la maison. Un 23 décembre, maman. Un 23 décembre, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tant que vous savez le merci que j'ai nourri, tant que jusqu'à temps que est venu tuer mon fils, je ne connais pas. Voilà le merci que tant que me donne, il a tué Dani. Tant que Wamba a tué Dani, oh, j'ai préparé tant que me mange jusqu'à il a tué mon fils. Voilà le merci que tant que me donne, maman. Voilà le merci que tant que maman me donne. Deux familles, deux meurtres, commis en l'espace de quelques minutes. Étaient-ils prémédités? On n'en sait encore rien. Les enquêtes sont ouvertes. Mais pour la maman de Dani, les signes étaient là, bien assez tôt. J'ai vu Takem était tellement arrogant, impoli, ingrat. Takem était impoli. Il était, en tout cas, Takem, je ne sais pas. Je lui donnais même les conseils. Dans le reste de l'actualité, après de multiples renvois et annonces, des ordinateurs fabriqués en Chine ont été distribués à quelques étudiants inscrits pour l'année académique 2016-2017 à l'université de Yaoundé 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur déclare que le prix d'un de ces appareils est d'environ 300 000 francs CFA et selon Jacques Famdongo, le chef de l'État a décidé d'en offrir 500 000 aux étudiants camerounais. La première étape de cette distribution gratuite a débuté ce mardi. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Jacques Famdongo, c'est d'ordinaire un style singulier pour le début de la remise des 500 000 ordinateurs aux étudiants à l'université de Yaoundé 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur est resté égal à lui-même. Vous avez voulu des ordinateurs. Les voici. Dans un amphi 700 bondé, il a dans son adresse indiqué les objectifs de cette donation. À la faveur du don inédit de 500 000 ordinateurs portables, le chef de l'État offre au futur cadre de la nation que vous êtes l'opportunité idoine d'être irréversiblement arrimé à la modernité numérique et de devenir ainsi une approche corroborée par le recteur de l'université de Yaoundé 1. Cette donation du chef de l'État permettra d'intégrer un volume de plus en plus important d'enseignement à distance, tout en renforçant par les TIC l'égalité des chances au sein de la communauté estudiantine. Face à la polémique qui n'a cessé d'enfler au sujet de ces ordinateurs, Jacques Famdongo a sorti à son tour des tirs de riposte. N'en déplaise à ceux qui aiment la fantasmagorie, les 75 milliards objets de la convention de prêt entre la Chine et le Cameroun ne concernent pas que les 500 000 ordinateurs. Ils ont aussi trait aux 9 centres de développement du numérique éducatif. Reste alors aux étudiants à n'y voir que l'attention que le chef de l'État accorde à ses enfants qu'ils sont.
cet acte présidentiel concret est un signal fort du chef de l'État, toujours concentré sur l'avenir et surtout le devenir de tous les étudiants camerounais, ses enfants, nous, ses enfants. Autant dire, après ces dons, que Paul Biya et les siens veulent s'assurer d'être en terrain conquis dans les universités camerounaises. Quelles sont les capacités techniques de ces ordinateurs chinois offerts aux étudiants camerounais de l'université de Yaoundé 1? Au ministère de l'Enseignement supérieur, l'on affirme que ce sont des appareils de haute technologie qui ont été offerts. Mettent en avant la contribution de l'expertise américaine, notamment d'un géant américain Intel, durant la fabrication de ces ordinateurs en Chine. Joël Essenge et Ike Cyril, pour plus de précision. Après avoir reçu leurs ordinateurs, les étudiants procèdent au premier test avant utilisation. Lorsqu'on allume la machine, donc il y a la marque qui s'affiche PBHEV en bas. Ensuite, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour démarrer, peut-être parce que c'est la première utilisation. Mais après, on commence à travailler avec l'assistance vocale nommée Cortana, qui nous aide à remplir. Notamment, on demande la région dans laquelle on se trouve. Et après maintenant, quand tout ceci est réglé, il faut se connecter à un réseau Wi-Fi pour mettre les pilotes et tout le reste à jour afin de pouvoir commencer à utiliser. Bon là, je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à me connecter au Wi-Fi de l'Amphi 700. Si les étudiants en sont encore à effectuer des tests, au ministère de l'Enseignement supérieur, l'on retrace déjà les caractéristiques de ces ordinateurs. 32 gigas de disque dur, technologie SSD, ce qui équivaut à 500 gigas dans l'ancienne technologie SATA. Vous avez un processeur qui a la capacité, qui donne la possibilité aux étudiants de faire de la virtualisation. Ce processeur a été fabriqué par Intel, qui est une société américaine, pour permettre aux étudiants camerounais de faire de la virtualisation. Ça, c'est en termes de processeur. Je vous ai parlé en termes de disque dur. La batterie a une durée minimale de 8 heures avec utilisation de la vidéo, parce que c'est comme ça qu'on teste la puissance de la batterie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, ce sont des ordinateurs high-tech qui ont été offerts aux étudiants. L'ordinateur est techniquement fiable et performant. Il est doté d'un processeur Intel Atom Z 8350, d'un système d'exploitation Microsoft Windows 10, d'un logiciel de production Microsoft Office 365, de la dernière technologie en termes de capacité mémoire SSD. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la promesse faite par Paul Biya il y a quelques années. Malgré les assurances du MINESUP, il faudra encore attendre quelques semaines avant d'évaluer la capacité réelle de ces ordinateurs. Vous le savez, dès l'annonce de la fabrication de ces ordinateurs destinés aux étudiants camerounais, le gouvernement a parlé d'un don présidentiel à la jeunesse estudiantine, mais une controverse est apparue assez vite sur l'emprunt concessionnel de 75 milliards de francs CFA que le Cameroun a contracté auprès de la Chine pour financer la fabrication de ces ordinateurs inscrits dans un vaste projet de numérisation des campus universitaires. Au regard d'un tel schéma financier, s'agit-il réellement d'un don présidentiel ou d'un coup politique? Esquisse de réponse avec Guy Zogo. Un don présidentiel. Voilà comment est présentée l'acquisition de 500 000 ordinateurs au profit des étudiants camerounais par Paul Biya. À y regarder de près, comme l'explique le dictionnaire, faire un don, c'est l'action de donner sans contrepartie. Pour elle. Mais au sujet du don des ordinateurs aux étudiants, on peut tout de même s'interroger du moment qu'au même instant, le gouvernement a dû recourir à une convention de près de 75 milliards de francs CFA
auprès de la Chine. De la sorte, c'est d'une dette qu'il s'agit, une dette due qui devra être à l'avenir payée, y compris par les étudiants aujourd'hui bénéficiaires de ce don. Cette réalité a le don justement d'écorner l'idée de l'absence de contrepartie qui caractérise de prime abord toute idée de don. Bien entendu, ces subtilités ne perturbent nullement et loin s'en faut la rhétorique autour du don des ordinateurs aux étudiants camerounais. Au vrai, la question du don, notamment du don présidentiel, reste assez énigmatique au Cameroun. Régulièrement, on apprend par voie de presse que le chef de l'État a offert tel ou tel montant à des sinistrés dans quelques localités de la République. Jamais il n'a été précisé s'il s'agit d'un argent issu des avoirs personnels du chef de l'État ou plutôt des caisses de l'État. La deuxième hypothèse étant plus vraisemblable, il y a peut-être lieu de questionner sérieusement la notion de don présidentiel au Cameroun. Alors que le gouvernement se félicite déjà de la distribution gratuite de ces ordinateurs aux étudiants camerounais, l'université de Douala éprouve de sérieuses difficultés à réaliser ses projets infrastructurels, la faute aux tensions de trésorerie, et la situation pourrait se compliquer en 2018. Le Cameroun, secoué par une crise sécuritaire et économique, procède à des coupes budgétaires des enveloppes allouées aux universités. Et pour l'année 2018, le budget de l'université de Douala va baisser d'environ ça a été fait lors d'un conseil d'administration. Cependant, le recteur rassure sur la rationalisation des dépenses à effectuer en 2018. Compte rendu, Étienne Pascal Azégué. L'université de Douala aura de la peine à réaliser en 2018 l'un des projets parmi les plus urgents qu'est le projet infrastructurel. Les infrastructures sont aujourd'hui classées au haut de l'échelle des priorités à l'université de Douala. Le projet infrastructurel qui est le grand projet de l'université. Il faudrait que les projets qui ont pris quelques retards en ce moment puissent avoir un début d'achèvement ou puissent être achevés en 2018. Le fameux immeuble réputé R+3-1 qui aiderait beaucoup à améliorer la qualité de la formation et surtout les conditions de travail. Ces rêves risquent de ne pas devenir réalité, du moins si l'on s'en tient au montant du budget de l'institution universitaire, arrêté en recettes et dépenses de 14 milliards 779 millions de francs CFA, contre 14 milliards 960 millions en 2017. Des chiffres avancés lors de la tenue du conseil d'administration réuni pour le compte de sa 40e session ordinaire à l'école doctorale. L'amélioration des conditions de travail passe par des infrastructures adéquates à l'université de Douala. Ce volet, on s'en souvient, faisait partie aussi des revendications présentées par les enseignants du CINES pendant leur dernier mouvement d'humeur. Les problèmes posés par les collègues avaient déjà des solutions en cours. Ils ont tout simplement, je pense, exprimé quelques agacements du fait de la vitesse d'exécution. Donc là n'est plus le problème. L'année d'avant, le conseil d'administration m'avait donné le feu vert pour voir comment réhabiliter, réformer, recycler les bâtiments non utilisés pour affecter. Devra également être mis lors de l'année 2018 à l'université de Douala sur l'amélioration de la qualité de la formation et la promotion de la qualité des enseignements, engagement pris par tous les membres qui prenaient part à ce conseil d'administration de Douala. Au-delà de l'université de Douala, ce déficit infrastructurel et technique affecte également l'hôpital La Quintini de Douala. Ces faits ont été présentés au ministre de la Santé publique. Également, autre problème observé dans cette formation hospitalière, c'est l'insuffisance criarde de ressources humaines qualifiées. Le ministre André Mamafouda a promis d'y apporter des solutions partielles pour le moment. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Lesquels appliquent les cliniques dentaires et oculaires ainsi que l'atelier de maintenance. Le directeur général est le premier à le reconnaître. L'hôpital La Quintini de Douala n'a pas le personnel suffisant
pour répondre à la demande de plus en plus forte des malades. Si le professeur Louis Richard Njor n'est pas plus précis sur cette difficulté, une source interne relève qu'il est récurrent que 2 infirmiers aient en charge 30 malades. Inutile d'épiloguer sur l'incidence de cet état de fait sur la qualité du service rendu. Que nous allons continuer en liaison avec le ministère de la fonction publique, mais également d'autres mécanismes qui sont aujourd'hui en réflexion, à savoir si on arrive à impulser le financement basé sur les résultats, il sera possible également de contractualiser directement des personnels dans certains services bien précis, ce qui permettra de résorber cette déficit. En attendant la matérialisation de la promesse gouvernementale, le top management de cette formation hospitalière de 2e catégorie à l'hôpital à Kintini, la doléance de la revalorisation salariale est sur toutes les lèvres, à côté de la motivation par de bonnes pratiques managériales. Il y a enfin le défi du plateau technique. Tous nos interlocuteurs en service au sein de l'hôpital pointent le déficit d'équipement en service de radiologie, en laboratoire, au bloc opératoire, entre autres. Il y a le service de radiologie qu'il faut rapidement améliorer, les appareils qui sont un peu... qui dérangent quoi, parce que l'hôpital est très sollicité. On fait beaucoup de scanners, on fait beaucoup de radiologie. Les gens viennent de partout, les appareils de l'hôpital sont très sollicités. La plupart des observateurs s'accordent pour le dire, l'hôpital La Kintini de Douala a nettement fait sa mue. Afin de continuer à mériter son synonyme d'hôpital mère de Douala, cette vieille de près de 80 ans s'arrime progressivement à l'ère du temps. Le nouveau top management s'y attelle. Restons dans les couloirs des formations hospitalières. Après plusieurs tentatives infructueuses, le gouvernement va-t-il enfin réussir à limiter l'importation massive des médicaments? Tenez-vous bien, le Cameroun dépense près de 180 milliards de francs CFA chaque année pour acheter et s'approvisionner en médicaments à l'étranger. Des initiatives locales de production et fabrication des médicaments ont plusieurs fois échoué sans un véritable appui du gouvernement. Le ministre de la Santé publique annonce que les choses pourraient changer en 2018. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice, Kamgan. À chaque bout de rue, dans les grandes métropoles camerounaises, vous verrez ces comptoirs de médicaments. Leur qualité non seulement douteuse, mais ils entrent sur le territoire national par des réseaux clandestins. Lorsqu'il est réglementaire, il coûte chaque année près de 100 milliards de francs CFA au budget de l'État. Les produits importés sont ainsi principalement les antibiotiques, les anti-infectieux, les antalgiques, etc. La faute principalement à l'inexistence d'industries locales de poids capables de répondre à la demande pourtant pressante dans le secteur. Il y a eu par le passé de nombreuses initiatives privées de production de médicaments au Cameroun. À chaque fois, des difficultés diverses qui ont réduit les projets à leur simple nom. Ici, le ministre de la Santé publique visite une entreprise privée de production de médicaments. Le gouvernement apporte ainsi son onction à cet investissement de près de 5 milliards de francs CFA pour contrecarrer l'importation des médicaments. L'expertise du partenaire indien dans le projet entraînera un transfert de technologie. C'est surtout une unité qui a l'ambition d'aider à la sécurité sanitaire du pays. Imaginez qu'à l'heure actuelle, on importe plus de 98% de ce que nous consommons au pays. L'idée ici, c'est de participer à la réduction de cette proportion, de l'amener à 80 et peut-être à 60% un jour. La taille de la demande locale en médicaments, bien que non chiffrée, est forte. Les maladies se portent bien. Toujours en santé, une salle d'isolement a enfin été construite à Ebolova pour limiter la propagation des épidémies dans le sud. L'objectif est de réduire les cas de décès liés aux maladies contagieuses. Reportage Roger Takala et Flavien Dongo. La salle d'isolement nouvellement construite au sein de l'hôpital régional de Bolova dans la région du sud de Cameroun a des objectifs bien visés. Ça rentre dans la stratégie
Le ministre de la Santé nous a demandé que s'il y a une urgence de santé publique, quel que soit l'endroit du Cameroun, il faut que dans les 48 heures, qu'elle soit maîtrisée. La localité qui bénéficie de l'infrastructure se rappelle par exemple des épidémies d'Ebola. Se rappelle par exemple des épidémies d'Ebola, la méningite et le choléra qui ont secoué les populations faute de prise en charge adéquate. La salle d'isolement arrive donc en réponse à ces désagréments. Quand cette urgence de santé publique survient quelque part dans un village, dans une communauté ou bien dans un hôpital, il faut qu'on soit très rapidement, qu'on puisse très rapidement la détecter et puis l'isoler et la confiner pour qu'elle ne s'étende pas. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par ailleurs maître d'œuvre de l'infrastructure, entend contribuer à la réduction du taux de mortalité enregistré au Cameroun faute de solution. Beaucoup de membres du personnel sont morts parce qu'ils ont donné des soins à des malades sans qu'il y ait vraiment les standards de protection. C'est un peu dans ces conditions-là que l'OMS a apporté cet appui au ministère de la Santé et être dans les dispositions pour faire face à toute éventualité. Après Bolova dans le sud, d'autres régions entendent accueillir des salles d'isolement. L'objectif étant de contrecarrer des éventuels cas d'épidémie au Cameroun. Des producteurs de café s'engagent à s'inscrire dans l'amélioration de la production et la commercialisation de cette matière première sur le marché international. Malgré l'effritement des prix sur ce marché, le gouvernement promet de les soutenir durant la prochaine saison de production du café et du cacao au Cameroun. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. 2 jours pour évaluer le déroulement de la campagne La Chandelle dans le contexte actuel, marqué par la stagnation de la production et des prix bas champ. Les acteurs de la filière et l'interprofession doivent relever le défi de la durabilité en levant tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de la relance de la filière café. À Abomban, le CICC n'est pas allé de main morte pour booster davantage le moral des producteurs à travers des enseignements qui ont été bien assimilés. Nous remercions la CICC parce que c'est quelque chose qui nous manquait. Nous voulons encore plus de formation sur les bonnes pratiques. Parce que si nous sommes mieux formés, nous allons aussi bien nous organiser. Si nous ne sommes pas formés, on va toujours s'embrouiller dans notre façon de faire. Cette réunion a donné l'occasion de rappeler la nécessité, mieux, l'urgence pour les producteurs de vendre groupés, ce qui suppose une meilleure structuration des organisations de producteurs. Il y avait un désordre parce que quand quelqu'un a déjà son produit, il ne veut pas vendre en groupe. Une fois qu'il a vu un concert passer, il dit que c'est mon produit, je peux le vendre comme je veux et je peux faire de ça ce que je veux. Donc c'est ce désordre qui nuit à notre développement. Donc j'espère qu'avec tout ce que nous avons suivi ici aujourd'hui, ils vont changer. Au Conseil interprofessionnel du cacao et du café, on n'entend pas lâcher prise tant que la bataille de la vente groupée ne sera pas remportée. Il y va de la rémunération à juste prix des producteurs et partant de la survie de la filière. La solution, c'est la structuration. Ils sont des petits producteurs, ils ont des petits rendements. Pour tenir, ils doivent se regrouper. S'ils avaient des rendements qu'on rencontre ailleurs, mais ici, quand vous voyez les rendements, 300 kg, 500 kg, nous pouvons que continuer à leur dire regroupez-vous, parce que regrouper, vous aurez des quantités, et avec des quantités, vous pourrez négocier. La réunion d'Abomban a fédéré les énergies autour d'un idéal commun, celui de la poursuite des initiatives et mesures prescrites en vue de la relance de la filière café. Le CICC a élaboré un ensemble de programmes parmi lesquels le programme d'urgence de relance ciblée de la caféiculture au travers de l'acquisition des nouvelles technologies de production du matériel. Donc nous avons ce programme, nous avons le programme des bonnes pratiques agricoles, nous avons le programme New Generation. En ce moment par exemple nous avons 226 jeunes dans le café, dont 102 en Arabica et 124, je crois, dans le Robusta. Nous comptons enrôler 340 dans les prochains jours. La prochaine évaluation permettra de voir si les leçons apprises à Abomban
ont porté des fruits, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation, ainsi que des bonnes pratiques post-récolte et commerciales. Dans l'escale internationale, qui sera le prochain président du Libéria après l'annulation d'un premier tour de l'élection présidentielle? Les électeurs ont à nouveau été appelés aux urnes ce mardi. On fait le point avec Carlos Minoé et Gladys Sidier. Les Libériens ont voté avec 7 semaines de retard. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour a été repoussé par la Cour suprême après un recours du candidat arrivé en 3e position au premier tour, Charles Bromskin. La course à la présidentielle oppose George Weah à Joseph Boaké. Ce dernier arrivé 10 points derrière George Weah au premier tour. Il se dit certain de l'emporter, critiquant notamment le manque d'expérience politique. Comme en 2005, il y a beaucoup d'engouement pour l'ancien champion, mais qu'à la fin, les gens votent pour un vrai président. Il s'est d'ailleurs engagé à créer 50 000 emplois dans l'industrie du meuble notamment, s'il est élu président. L'ancien attaquant, quant à lui, a marqué les esprits en rassemblant 2 jours avant cette élection des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade de Monrovia. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique par favori, après être arrivé en tête au premier tour, avec 38,4% des voix, soit 11 provinces sur 15. 4 candidats défaits au premier tour ont appelé leurs partisans à soutenir le footballeur de légende qui brigue la présidence pour la 3e fois après 2005 et 2011. C'est donc un duel entre la légende du ballon rond George Weah et l'actuel vice-président du pays, Joseph Boaké. Celui qui remportera le scrutin succédera à Ellen Johnson Sirleaf, la seule femme présidente de la République en Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes qui accorde la parole ce mardi aux femmes comédiennes et humoristes. Émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.